Deuxième émission avec vous, docteur Christophe Fauré, sur le deuil, fait d'amalgames, d'émotions et de réactions dont la complexité, écrivez-vous, n'a vraiment d'égal que la violence qu'il cause. Dans la première émission, vous avez insisté sur le processus de deuil, qui est un processus, vous l'avez dit, naturel, qui tend vers la guérison psychique. Le processus de deuil doit se faire qu'on le veuille ou non. La seule façon de sortir du tunnel, écrivez-vous, c'est d'y entrer. Oui. Et de laisser le temps agir. Alors, il ne faut pas se précipiter. Quelles sont finalement les différentes phases du deuil que vous décrivez d'une façon extrêmement claire dans votre livre? Les différentes phases du deuil, on peut vraiment parler brièvement de quatre étapes. La première étape, alors bien sûr, c'est un processus humain. C'est pas comme un saucisson coupé en quatre. Et puis on peut passer de l'un à l'autre, il y a des fluctuations. Bien sûr, c'est un processus humain, donc c'est vraiment la flexibilité humaine. La première étape, c'est vraiment le choc. Au moment du décès, même si on attend, même si on a accompagné la personne, c'est toujours de cet instant où le cœur s'arrête de battre, où le souffle s'arrête, il y a quelque chose de l'ordre d'une incrédulité qui est là. Et c'est important de comprendre que notre esprit est tellement sidéré face à la violence de cet événement qu'il met en place des mécanismes de protection qui vont faire en sorte qu'on va, entre guillemets, couler une chape de béton entre soi et cette souffrance-là, qui fait que beaucoup de personnes décrivent une espèce d'anesthésie émotionnelle, comme si on fonctionnait comme un robot, comme un zombie, où on se voit faire des choses et on comprend pas comment on arrive à appeler les proches, à organiser les obsèques, à aller même au supermarché pour préparer à manger pour tout ce monde, et même parfois être étonné d'avoir les yeux secs lors des obsèques, parce qu'en fait, ce sont ces manifestations directes de mécanismes de protection psychique. La deuxième étape survient quelques jours, quelques semaines après le décès. Et là, c'est une phase, je dirais, de recherche qui va durer, entendez bien, entre 6 et 10 mois. Donc, c'est très long. Et je ne peux plus échanger avec toi, donc je ne vais pouvoir pendant plusieurs mois que avoir besoin de parler encore et encore de toi. Et ceci est complètement normal, même si les proches ne comprennent pas. Et puis survient la troisième étape, c'est vraiment un point essentiel. C'est la plus dure, presque. C'est la plus difficile parce que là, on a mis tellement d'efforts pour essayer de tenir la tête hors de l'eau que entre environ 6, 8, 10 mois, je dirais une moyenne de 8 mois, il y a de façon normale, naturelle, un décrochement que je dirais d'un vécu dépressif. Ce n'est pas une dépression qui nécessite des médicaments, mais c'est un vécu dépressif où on rencontre de façon beaucoup plus crue, beaucoup plus âpre, l'absence avec un grand A, le manque avec un grand M, où on prend conscience, parce que maintenant on est beaucoup moins protégé avec les protections psychiques mises au début du processus, on est beaucoup moins protégé et on se trouve face à la conscience incontournable de l'irréversibilité de cette perte. Et là, c'est à mon sens une période, la troisième étape que j'appelle la phase de déstructuration, qui est la plus douloureuse parce qu'on a l'impression fausse, mais on a l'impression qu'on fait marche arrière, que tous les efforts qu'on a mis en place pour essayer de tenir, ça ne marche pas et en fait qu'on va plus mal maintenant qu'au début. Et ceci est normal et si on ne le comprend pas, on peut vraiment paniquer et avoir l'impression de devenir fou. Et pourtant, c'est une période qui est vraiment douloureuse. Elle a une coloration dépressive, j'insiste bien, ce n'est pas une dépression, mais elle va durer longtemps. 1 an, 2 ans, 3 ans parfois, avec des fluctuations, je vais mieux, je vais moins bien, je vais mieux, je vais moins bien, mais ça dure longtemps. Et puis survient tout doucement, très progressivement, la quatrième étape qui j'appelle la phase de restructuration où je suis toujours dans une zone de moi qui est dans cette peine de la perte, mais je découvre progressivement que des zones de paix, des îlots de clarté, des îlots de lumière et d'apaisement surviennent. Je pense tous les jours à la personne perdue, mais je me rends compte que je commence, sans avoir l'impression de la trahir, à réinvestir la vie. Je découvre étonné que je ne pouvais plus aimer, alors qu'en fait je peux aimer à nouveau une autre personne si j'ai perdu mon compagnon ou ma compagne, avoir un autre enfant, réinvestir d'autres projets de vie. C'est ça, c'est le processus de deuil est passé. Ces 4 étapes font qu'on passe d'une relation extérieure très fortement investie à une relation intérieure très fortement investie. Donc on peut à la fois avoir un lien très fort en soi avec la personne disparue et à la fin de la quatrième étape se rendre compte que on peut réinvestir sa vie. Mais il n'y a pas de fin à cette quatrième étape. L'expression « faire son deuil » est l'expression la plus stupide qui soit. On est malaxé à tout jamais par la perte de la personne qu'on a perdue. Et ces 4 étapes sont simplement la description de tout ce travail psychique qui consiste à apaiser la souffrance de la personne qu'on a perdue, même si on gardera toujours ce point de souffrance en soi à tout jamais, mais que autour se créera un espace de plus grande paix.
Donc nous avons vu avec vous, Christophe Fauré, ces 4 grandes étapes, mais vous écrivez dans votre livre qu'il est important de laisser au temps le temps. Oui. Il y a un temps qui doit être vécu, donc on va reprendre paisiblement ensemble ces 4 étapes pour les approfondir un petit peu. Le temps, c'est important ? Le temps, c'est important, mais pas que le temps. Le temps allié à ce processus intérieur de cicatrisation. Imaginez que vous vous cassez le bras, vous mettez un plâtre, on sait que le bras met 45 jours avant de se consolider. Si vous enlevez le plâtre après 10 jours, la fracture va survenir. Or, on a la sagesse d'attendre 45 jours sans brutaliser ce bras, alors que quand on perd un proche, on n'a pas la sagesse de se dire qu'il y a un processus de cicatrisation qui va faire que on va restaurer l'intégrité psychique, et on se dit qu'après 6 mois, 1 an, ça y est, on devrait retrouver sa vie. Non, c'est impossible. Il faut savoir respecter le processus, mais on ne peut respecter que quelque chose qu'on connaît. Donc, d'où l'intérêt de prendre conscience de ce processus, entre autres, étapes, par exemple, à travers votre livre ou d'autres façons, pour avoir confiance, c'est ça? Ça se fait naturellement, intérieurement, même si on ne le sent pas? Exactement, il y a quelque chose qui se fait en soi et c'est beaucoup plus inconscient que conscient. La seule chose consciente qu'on peut faire, c'est créer les conditions les plus favorables en soi et à l'extérieur de soi pour accompagner le processus de deuil. Tout comme on a une blessure, qu'est-ce qu'on va faire? On n'a pas le contrôle sur la cicatrisation de la blessure, mais on a la capacité d'avoir le contrôle sur la nettoyer, mettre un pansement, la préserver des chocs. Ça, c'est ce qu'on peut faire pour créer les conditions les plus harmonieuses possibles pour que ce processus qui nous échappe, qui est le processus de deuil inconscient, puisse se dérouler dans les meilleures conditions. Mais on peut aussi décider de ne rien faire et de laisser cette plaie aux 4 vents. Elle va de fait cicatriser, mais de façon beaucoup moins harmonieuse avec des risques d'infection et tout. C'est la même chose dans le processus de deuil. Il va par chance se faire en nous et notre job, notre boulot, ce qu'on appelle le travail de deuil, c'est quelles conditions je vais mettre autour de moi pour pouvoir accompagner ce processus. Ça veut dire m'entourer, créer des rituels, parler, partager ma peine, lire des choses. Enfin, il y a plein de choses à faire qui peuvent accompagner la peine. Donc ne pas avoir peur d'entrer dans cette souffrance, comme vous le disiez. On y entre de toute façon. De toutes les façons, on y entre. De toute façon, on y entre. C'est comment je peux être le plus intelligent et le plus sage, dans le terme de sagesse, par rapport à cette souffrance pour qu'elle ne me détruise pas. Alors, donc vous dites bien que la première étape, c'est le choc, la sidération qui peut durer quelques jours, quelques semaines. Oui. Et on voit bien ces gens qui crient « non, ce n'est pas vrai » ou ces femmes qui hurlent à un enterrement, plus en Orient, parce que nous, en Occident, on le fera peut-être moins. C'est quoi? C'est une protection psychique? Je rappelle que vous êtes psychiatre. Comment vous expliquez ça? C'est une protection psychique et c'est vraiment une confrontation avec un réel insupportable et tout en nous dit non. Non, je ne veux pas de cette réalité et d'une certaine manière, tout le processus de deuil va consister à apprivoiser cette réalité insupportable. On s'arc-boute pendant tellement longtemps contre cette réalité jusqu'à ce que progressivement elle s'intègre, on l'accueille pour ce qu'elle est. Mais au tout début, ce sont des mécanismes de protection très massifs et on se rend compte même de façon étonnante que même au niveau physiologique, biologique, il y a des réactions chimiques en nous qui traduisent un stress aigu biologique qui se traduit par un relargage dans notre sang d'hormones de stress, adrénaline, noradrénaline, qui rendent compte justement de cet état de fébrilité, d'agitation, de tension extrême à l'intérieur de nous. Donc le deuil est aussi porté par le corps. Donc cette première période, elle a besoin d'être essentiellement entourée, contenue de toutes les traditions spirituelles, donc que chrétiennes, juives ou autres. Il y a vraiment des rituels de contenance pour vraiment apporter à manger aux gens, les contenir parce que là, les aider à mettre des mots, les accompagner parce qu'on est vraiment presque, je dirais, en soins intensifs. On est vraiment tellement violenté que être dans la réflexion, être dans des phrases, mais tu vas t'en remettre, ça va aller avec le temps. C'est inaudible au début et c'est carrément contre-productif. Là, il faut être très contenant dans quelque chose de très rassurant, de très aimant. Après, progressivement, on va pouvoir mettre une parole autour de ça, mais au début, c'est vraiment quelque chose qui est dans cette phase de sidération, être le plus contenant possible pour la personne. Alors, comment aider pour prendre conscience de cette réalité? Peut-être aussi, vous l'écrivez, voir le corps, ça peut être important. Mais tout ce qui va aider, c'est tous les rituels que les êtres humains ont créés depuis la nuit des temps pour aider à sortir de cette
première sidération face à la réalité. Et c'est vrai que par exemple, la veillée mortuaire est un moment important. Qu'est-ce qui se passe? On voit le corps, on touche la personne, ou on la touche pas si on ne souhaite pas, mais ce corps ne respire plus, il est froid, le visage est peut-être un peu modifié, et là on prend conscience qu'on entre dans quelque chose qui est différent de ce qui s'est passé avant. On ne peut plus établir avec cette personne-là le même lien qu'on avait avant. Et donc progressivement, cette réalité épouvantable est en train de rentrer en nous et on se dit je vais avoir des besoins différents, des modes des réactions différentes et donc on s'identifie soi-même comme étant entré dans le processus de deuil. Mais pendant la veillée funéraire aussi il y a des proches qui sont là et ils nous voient dans cette situation-là et ils nous accordent ce que j'appelle le droit de deuil, c'est-à-dire le droit pendant plusieurs mois ou plusieurs années d'avoir des besoins différents, des comportements différents et c'est ça aussi qui va être contenant. Donc voir le corps c'est aussi quelque chose qui est important, mais c'est pas impérativement obligatoire, parce que parfois des parents me demandent mais est-ce que mes petits de 5 ans doivent voir le corps? Parfois oui, parfois non, il faut leur demander est-ce que tu souhaites voir papa, est-ce que tu souhaites voir mamie? Et leur expliquer qu'il ne va plus respirer, il ne va plus bouger, il va être froid si tu le touches, si tu lui fais un bisou. Vraiment bien lui expliquer et peut-être quand on va avec cet enfant, si soi-même on est impacté directement, si on a la maman par exemple et que le papa est décédé, peut-être être accompagné par un oncle ou une tante ou un ami qui a la confiance de l'enfant parce que si le petit voit la maman s'effondrer, qu'il ait un adulte qui soit étayant, soutenant, qui puisse prendre soin de lui et lui dire surtout c'est normal qu'il ait la peine, de lui permettre d'exprimer ses émotions et on se rend compte que quand on explique vraiment bien aux enfants, ils peuvent aller au funérarium, ils peuvent assister aux obsèques, on peut même leur demander d'être actifs, est-ce que tu veux faire un dessin qu'on va mettre dans le cercueil de papy, est-ce que tu veux choisir les fleurs et puis on va lui expliquer aussi pendant la cérémonie qu'est-ce qui va se passer, tu vas voir des gens pleurer, tu vas peut-être avoir envie de pleurer et tout ça c'est normal, ne t'inquiète pas, mais c'est toujours important qu'il y ait un tiers qui soit là, marraine, parrain ou un oncle qui est moins impacté, qui puisse se porter garant de la sécurité de l'enfant pendant ces premiers temps. Vous insistez beaucoup dans votre livre sur l'importance des rites et entre autres des obsèques. Des obsèques, oui, et de tous les rituels. Ça, ce sont les premiers rituels, parce que les obsèques ont aussi une fonction psychologique, donc de s'identifier en deuil et d'être identifié par autrui comme étant en deuil, de se voir accorder ce que j'appelle le droit de deuil, mais aussi ça permet de clore la relation. Et parfois, si le décès est survenu de façon très tourmentée ou brutale, de mettre du beau là où il y avait du pas beau. De clore la relation, de dire au revoir quand parfois on n'a pas pu dire au revoir lors d'un suicide par exemple ou lors d'une catastrophe naturelle, de véritablement poser des gestes qui disent voilà la relation du moins dans ce monde se termine même si elle se poursuit intérieurement à tout jamais, mais c'est vraiment les premiers rituels et ces rituels-là à mon sens, devrait inaugurer plein d'autres rituels qui vont se répéter au fil des mois et des années. Par exemple, 1 an après, on sait qu'il y a, de façon normale, naturelle, une réactivation émotionnelle de tout ce qui s'est passé 1 an auparavant. C'est-à-dire que 3 semaines à 1 mois avant la date anniversaire du décès, la première date anniversaire, les gens rêvent plus ou ont plus de cauchemars ou se sentent beaucoup moins bien, comme s'il y avait une réactivation profonde de ce qui s'est passé 1 an auparavant. Ceci est normal et donc on peut décider le jour même de créer un rituel. Ça peut être n'importe quoi, organiser un repas avec tous les proches, ça peut être organiser une messe, ça peut être organiser quelque chose, ou alors organiser quelque chose pour soi-même tout seul. Les rituels ont pour fonction d'honorer la mémoire de la personne qu'on a perdue et on peut même faire un rituel quotidien, c'est-à-dire tous les jours, pendant des mois, voire des années, tous les matins avant de partir au travail, on allume une petite bougie devant la photo de son enfant disparu. On passe un petit moment, peut-être quelques minutes, de se recueillir en disant « Je pense à toi, tu es dans mon cœur à tout jamais. Aide-moi pour cette journée, accompagne-moi pour cette journée. » Et c'est pas du tout un deuil qui, entre guillemets, c'est pas fait, si ça ne veut rien dire. C'est simplement qu'on continue à honorer encore et encore tout le reste de sa vie la présence de la personne qu'on a aimée.
La première étape, on a vu que ça pouvait être la sidération. La deuxième étape, vous dites, c'est la recherche justement de la personne ou carrément la fuite. Dans cette recherche, comment ça se passe en fait? La relation extérieure n'existe plus. Dans le monde, Bénédicte, je vous vois, je vous entends, je vous touche, je vous sens. Il y a quelque chose qui existe réellement dans le monde. Or, quand la personne disparue, on ne la voit pas, on ne l'entend plus et tout. Et donc, on va essayer pendant plusieurs mois, longtemps, 6, 8, 10 mois. C'est important de signifier que c'est très long. On va avoir besoin de reproduire la présence de la personne à l'extérieur. Donc on va mettre parfois, je ne te vois plus, donc je vais mettre des photos partout. Dans la maison, mais partout. Et les proches sont parfois un petit peu, ils acceptent, agacés ou étonnés ou sidérés en disant, oh mon Dieu, il est en train de faire un deuil pathologique, alors que non, complètement non. Très clairement, non, c'est normal. C'est normal, même après 1 an ou 2 ans d'avoir beaucoup de photos qui sont toujours présentes, on a besoin d'avoir ce support visuel. Donc, première chose. Deuxième chose, je ne peux plus t'entendre. Donc, beaucoup de gens, et c'est très fréquent, n'annulent pas le forfait téléphonique pour préserver la voix de la personne sur la messagerie téléphonique et même appelle la personne, envoie des SMS. Ceci n'est pas pathologique, ceci est complètement normal. Porter les vêtements, je ne peux plus te toucher, donc je vais te toucher via tes vêtements, je mets tes pulls, je vais même parfois dormir dans des draps que pendant des mois, peut-être je ne vais pas laver parce qu'il y a ton odeur qui est là. Et on peut se dire, mais c'est... Ou j'entre dans le dressing et j'entre dans tes vestons, ou j'entre dans tes robes et je respire ton odeur, et on peut se dire mais je suis en train de devenir fou ou folle. Non, c'est complètement normal. Alors on n'ose pas forcément le partager avec les gens parce qu'on craint d'être jugé comme fou ou folle, mais c'est complètement normal dans l'intimité de sa maison. On a besoin de retrouver ce lien qui est là, et c'est ça la deuxième étape, c'est vraiment une phase de recherche où on est sans cesse dans la recherche d'un lien avec la personne qu'on a perdue, un lien extérieur. Parce que au bout du compte, pendant la deuxième étape, on continue sur la lancée de la relation, et c'est comme s'il y avait un ventilateur qui tournait, qu'on arrêtait l'électricité, et l'électricité c'est l'énergie de la relation, mais le ventilateur continue à tourner, et on se dit, il peut peut-être continuer à tourner toujours à tout jamais, même s'il n'y a plus l'énergie de notre relation, et en fait comme on le voit tourner, on peut espérer qu'il va tourner à tout jamais. Il y a une certaine tension parce qu'une partie de nous sait pourtant qu'il n'y a plus l'énergie de la relation et que le ventilateur va progressivement se ralentir et s'arrêter, mais on fait un peu comme si on pouvait continuer à être en lien. Et curieusement, Bénédicte, pendant cette première période, ces premiers mois, 6, 8, 10 mois en moyenne, on va pas si mal que ça, parce qu'on arrive à recréer quelque chose de très très puissant par rapport à la personne. On parle tout le temps d'elle, elle est tout le temps présente, il y a quelque chose d'extrêmement réconfortant d'être en lien avec elle, mais on oublie que la troisième étape va survenir. Oui, et puis quelquefois on la cherche, mais on peut même penser que cette personne nous fait des signes. Alors voilà, je n'en parlais pas auparavant. Mais depuis 25 ans maintenant que j'accompagne des personnes en deuil, je suis obligé d'en parler, les signes qu'on reçoit. Alors beaucoup de gens qui disent c'est pas cartésien. Des gens me disent par exemple je suis très cartésien, mais et puis ils racontent une histoire. Et c'est quoi des signes? C'est des signes où on aurait ce qu'on appelle des VSCD, vécu subjectif de contact avec des défunts. C'est de plus en plus étudié dans les pays anglo-saxons et ça commence à être étudié dans les pays francophones. Qu'est-ce que c'est? Les signes et manifestations de ce qui serait la présence d'une continuité de la conscience de la personne après son décès. Comme quoi, de par son exemple? Corps physique. Il y a 3 choses. Il y a des choses qui sont des sensations physiques, soit voir carrément la personne, et c'est toujours de quelques secondes, soit sentir un contact de sa main ou sur son épaule, contre soi dans le lit, entendre parfois cette personne, et c'est pas des hallucinations, en aucune façon, ce sont des hallucinations. Vous êtes psychiatre, je le rappelle, oui, ce ne sont donc vous êtes spécialiste. Des hallucinations, parce que les hallucinations, c'est des symptômes psychotiques dans un contexte de tourment psychotique. Là, il n'y a absolument rien de cette là. Donc, des sensations, ou parfois même une sensation extrêmement forte de présence de la personne, comme ça, soudainement, très très forte auprès de soi. Donc ça, c'est premièrement les sensations physiques. Il y a des manifestations de VSCD par des manifestations curieusement électriques, par les téléphones, les lumières, les ordinateurs, des trucs qui s'allument tout seuls, des lumières qui s'allument tout seuls. Ça paraît fou à en parler, n'est-ce pas? Mais les gens qui ont vécu ça
sont en train de acquiescer en ce moment même en écoutant ces mots parce que c'est beaucoup, beaucoup plus fréquent qu'on ne le pense, mais les gens n'osent pas en parler. Et les troisièmes manifestations, c'est curieusement lié à des animaux et pas n'importe lesquels, souvent des papillons et des oiseaux. Papillons et oiseaux. Et donc, je n'ai aucune explication par rapport à cela. Il n'y a aucune explication rationnelle, mais le rationnel savait bien que c'est juste une petite perception de l'intégralité de la réalité. Et ces signes ont la caractéristique d'être extrêmement apaisant pour la personne qui le reçoit, parce que ce n'est pas un médium qui va dire des choses et tout. Non, c'est un contact direct, soit par les sensations physiques, soit par des manifestations électriques, soit par des manifestations d'oiseaux, et la personne, d'oiseaux ou d'animaux, et la personne fait immédiatement le lien avec la personne. Ça dure quelques secondes, c'est très bref, mais il y a une certitude intérieure qui se crée, qu'il y a quelque chose en lien avec cette continuité de conscience. Le point important, que ce n'est pas lié à l'intensité du lien d'amour. Des personnes ont parfois un lien très très fort d'amour avec la personne disparue et n'ont pas de VSCD, alors que des gens qui n'ont pas forcément un lien très fort ont des VSCD. Donc c'est pas le degré d'amour qui détermine la survenue d'une VSCD, et en même temps, ce n'est pas l'intensité. Les gens disent oui, mais les gens désirent tellement être en contact qu'ils fabriquent ces expériences qui sont des hallucinations. Écoutez, je ne connais pas une maman ou un papa qui ne désire pas ardemment retrouver le lien avec son enfant. Or, le désir n'est pas le levier qui déclenche une VSCD, parce que sinon tout le monde ferait des VSCD. Donc il y a quelque chose d'autre. Et le troisième élément important, c'est que ces VSCD, alors que les hallucinations d'ordre psychotique jettent un tourment à l'intérieur de soi, ces VSCD apaisent toujours intérieurement, mais étonnamment, ça aide un petit peu, mais ça ne vient pas interférer avec le déroulement psychologique du vécu du deuil dans les étapes que nous sommes en train de décrire. Un grand merci, docteur Christophe Fauré. Paraît fou de raconter ça. Oui, je rajoute juste un petit mot avant de conclure, et on se retrouve la fois prochaine pour bien sûr continuer sur ces choses qui sont extrêmement importantes. Mais vous écrivez, surtout, il faut rester humble et ne pas le rechercher. Oui.